discussion. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous seraient à l'aise de nous dire un peu qu'est-ce qui a été dit autour de votre table quand on parle de soutien social. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais me permettre de rester là et de prendre des notes aussi. Alors, oui. Peut-être que vous pouvez vous approcher au micro, en fait, pour pouvoir venir nous dire un petit peu vos réflexions là-dessus. Qui va se lancer ce matin? Ah. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est plus par curiosité, savoir, vous, qu'est-ce que ça vous dit, soutien social. Oui, madame. Oui, je vais être plus douce aujourd'hui. Pour nous, on en a parlé longuement à ma table. Oui. Et le soutien social, en fin de compte, c'est tout le réseau qui entoure la personne. Donc, famille, institutions, intervenants, amis, école, tout ça. Oui, toutes les ressources. Merci. Oui. Madame? Oui. Alors, nous, c'était à peu près la même chose, sauf Oui. qu'on a rajouté une partie de la société qui est aussi un soutien social, dans le sens que c'est pas juste une question d'individu quand on parle d'agression sexuelle, c'est que la société n'est pas nécessairement supportante ou de telle façon. On individualise plus l'agression ou l'agresseur ou l'agressé, mais on ne parle pas du problème de société qui est relié à ça. L'idée du tabou, puis oui, tout à fait. D'accord, merci. Nous, on pensait aux ressources à la fois internes et externes de la personne, donc d'essayer de l'aider comme personne sociale à se trouver une place dans la société. Ouais. Parfait, merci. Ben, parfait, je vous remercie beaucoup. Donc, on va partir de là. Je vais juste... Donc, oui, donc maintenant qu'on y a réfléchi un petit peu, cette question-là, ce sera à suivre. Donc d'abord, je vais vous présenter les grandes sections de ma recherche. Tout d'abord, un peu de contexte théorique pour mettre en contexte le trauma, l'agression sexuelle. Les pourcentages varient beaucoup, mais la prévalence, dans une étude qui était assez vieille, mais j'en ai des plus récentes par la suite, on parlait de 34% de prévalence d'abus sexuels à l'endroit des filles de moins de 18 ans. Ça, c'était une étude de 84. Au Québec, on a des études plus récentes, donc cette fois-ci chez les femmes adultes. 5% rapportaient avoir subi un viol durant l'enfance et 804 adultes québécoises, donc encore de plus de 18 ans, cette fois-ci 22% de leur échantillon rapportaient avoir subi une agression durant l'enfance. Ça, c'était des données de 2009. Et on sait aussi, c'est pour ça que je me suis intéressée aux adolescentes, que la victimisation, elle augmente avec l'âge. Donc, les adolescentes sont plus nombreuses, en fait, parmi les victimes que les enfants. Également, les conséquences, je vais plus me tourner vers là. Les conséquences, j'en ai mis juste quelques-unes, mais on s'en doute au niveau psychologique, au niveau social, au niveau de société, comme on a dit, plus au niveau personnel. Moi, je les ai mises, par exemple, on parle d'abus de substances, parfois développement de troubles alimentaires chez les victimes, pouvant malheureusement aller jusqu'à des tentatives de suicide également. Puis on verra justement le rôle du soutien social dans ces cas-là. Puis aussi, par contre, ce qui est intéressant, on pourrait penser qu'il y aura des conséquences négatives chez toutes les victimes. Il y en a, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que pour environ un tiers des victimes à long terme, il n'y aura pas de symptômes cliniques. Elles vont être résilientes, elles vont travailler, avoir du soutien et éventuellement réussir à avoir par la suite un fonctionnement efficace, un fonctionnement interpersonnel et personnel dans leur vie par la suite qui sera quand même positif et efficace. Donc, on garde ça en tête aussi. En fait, ça a un peu étonné les chercheurs, puis on s'est dit, mais c'est quoi qui fait que certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres, justement? Et là, on a identifié dans la littérature plusieurs facteurs. Donc, si on a une absence de situation de vie stressante, donc forcément, par exemple, s'il y a eu une agression, puis à ça, ensuite vient s'ajouter des situations de vie stressantes, un déménagement, un divorce des parents, un décès dans la famille, c'est des situations stressantes qui vont être plus difficiles par la suite pour la victime. Également, s'il y a de la confiance interpersonnelle. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ma thèse est effectuée sous la direction d'Isabelle Daigneault, qui justement a travaillé beaucoup avec les adolescentes. Et j'utilise ces données pour... les entrevues ont été faites par elle et j'utilise ces données pour la thèse. Donc, elle avait identifié que quand il y a de la confiance interpersonnelle, ça favorise un bon ajustement par la suite. S'il y a une absence de symptômes dépressifs aussi.
Et ce qui est la variable qui, moi, m'a beaucoup intéressée, elle m'intéresse toujours, la présence de soutien de la part de l'entourage. On voit vraiment de nombreuses études qui indiquent qu'il y a une différence quand le soutien est présent. Oui, donc le soutien, c'est vraiment l'une des meilleures variables d'ajustement post-traumatique pour les victimes. Et par contre, donc, au début, on a tendance à dire « Ah, ben, c'est formidable, tout soutien est positif, il faut donner beaucoup de soutien, le maximum, le plus possible. » Mais on réalise que son impact, il est quand même assez variable. Ça dépend de la source, ça dépend c'est qui donne le soutien. Ça dépend le type de soutien. Je vais vous détailler les différents types qui ont été trouvés. Et surtout, puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ça dépend de la perception qu'a la victime. Est-ce que ce qu'on est en train de me donner, est-ce que je le perçois comme aidant ou pas? Donc justement, pour faire un aperçu de ce que disent les recherches sur le soutien social, ce qui est très important, c'est que c'est un concept multidimensionnel. Il n'y a pas le soutien comme un seul élément, puis on essaye de tout faire rentrer à l'intérieur, on essaye de le diviser pour mieux le comprendre, puis parce que ce sont quand même, comme on va le voir, des composantes très, très différentes. Donc d'abord, il y a du soutien positif, et donc d'abord l'informationnel. Donc par exemple, quelqu'un qui me donne des conseils, qui me donne de l'information. Du soutien émotionnel, parce que peut-être on va plus, je dirais, solliciter comme en psychologie au niveau plus des émotions, de parler de soi, d'émotions plus difficiles. On recueille les émotions de la personne. Du soutien instrumental, ça c'est quand on apporte de l'aide matérielle ou financière à une autre personne. Et le soutien de camaraderie, comme son nom l'indique, c'est quand on fait des activités avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est important aussi, surtout en fait dans mon étude, je me suis intéressée à quand est-ce que ces différents types de soutien sont présents, mais quand est-ce qu'ils sont manquants. Donc quand est-ce que la victime dit « Ah ben moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui parler de mes émotions, mais... » ou plus, oui, c'est ça, avec qui parler de ma colère, mais il n'y avait personne. Donc je trouvais ça d'autant plus important que ça vient de la personne elle-même, qu'elle, elle dit « J'aurais besoin de ça, mais ça me manque. » Donc, on va voir que j'ai analysé les deux côtés, et ce qui était présent et ce qu'elle disait qui était manquant. Il y a aussi du soutien négatif, ce qui, au début, moi, me paraissait bizarre, parce que soutien, c'est soutenant, c'est positif. Mais bon, dans la littérature, on l'appelle négatif. Dans le fond, c'est plus des interactions négatives. Il n'a pas beaucoup été étudié, mais donc, des fois, est-ce que c'est quand il n'y a pas d'interaction soutenante? On va dire qu'il y a du soutien négatif parce qu'il y a un manque, ou est-ce que des fois il y a des interactions qui sont non soutenantes? Je vous donne des exemples. On a parlé tout à l'heure un peu justement de la société, par exemple des gens qui vont blâmer la victime pour son agression. Des fois quelque chose de non soutenant, ça peut être de surprotéger la victime par la suite. Donc je pense qu'il y a un niveau d'inquiétude, par exemple, qu'une mère peut avoir pour sa fille, mais si la fille le perçoit comme surprotecteur, envahissant, qui ne lui permet pas de développer son autonomie, dans ce cas-là, ce serait non soutenant pour la personne. Oui, puis ce qu'on sait aussi, c'est que le soutien négatif, il affecte plus l'ajustement post-traumatique des victimes que le positif. Il a des impacts plus importants, le soutien négatif. Donc, gardez ça en tête également. Puis, par exemple, une étude qui disait que quand on a des réactions négatives de la part de l'entourage, dans ce cas-là, je pense que c'était troubles de stress post-traumatique pour différents traumas. Il y avait accident de voiture, agression sexuelle. Je ne pense pas qu'il y avait brûlure, mais bon, il y avait différents types de traumas. Mais on remarquait que donc, si les réactions étaient négatives, ça peut amener la victime à adopter des comportements contre-productifs pendant une thérapie. Donc, elle ne va pas être aussi adhérer autant à la thérapie ou faire tout ce qui est en son possible pour que la thérapie aille bien, parce qu'à côté, elle reçoit des réactions négatives de son entourage. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, les victimes d'agressions sexuelles, j'ai tendance à mettre des raccourcis parfois, elles vont plus se tourner au début en fait, vers des sources informelles, comme les amis, le chum, les proches, que la police, les intervenants sociaux, les psychologues. Donc on voit aussi que le réseau des proches a un rôle important à jouer, parce que bien souvent, surtout les adolescentes, on va le voir, c'est vers des amis qu'elles se tournent, soit pour dévoiler, soit ensuite pour recevoir du soutien.
C'est pas pour dire que les professionnels n'ont pas leur importance, bien au contraire, mais c'est juste, en général, on remarque que dans un premier temps, ce sera plus vers les proches. Et aussi, ce qui est important pour le soutien social, c'est qu'il y a, comme on l'a dit, un peu le nombre de personnes dans le réseau, mais il y a aussi la qualité perçue de la relation. Puis ça, c'est plus, moi, à ça que je m'intéresse. Puis c'est pour ça que je l'ai fait à travers des entrevues, parce que, par exemple, un questionnaire, ça va plus être... il y avait un questionnaire en psychologie, c'est combien d'amis as-tu? Puis là, la personne met un chiffre. Puis, sur une échelle de 0 à 10, à quel point les trouves-tu aidants? Donc, ça nous donne des informations, mais ça reste assez quantitatif avec un nombre d'amis, puis un degré de satisfaction. C'est ça l'information qu'on a. Oui, aussi, ce qui m'a poussé davantage à faire mon étude, c'est que souvent, les victimes d'agressions sexuelles s'accordent sur ce qui les aide, mais pas sur ce qui est blessant. Donc, je voulais aller voir un peu qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y a des contradictions ou qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui est moins aidant pour ces jeunes-là. Oui, ensuite, ça, c'est plus au niveau de la littérature, mais en fait, souvent, les études portent sur les adultes victimes d'agressions sexuelles. J'avais trouvé seulement 4 études sur les adolescentes. Donc, encore là, c'est comme si les enfants, beaucoup d'études, les adultes, beaucoup, mais les ados, ça reste une espèce de zone entre deux à laquelle on ne s'intéresse pas beaucoup. Et encore là, dans ces études, j'avais une seule étude sur le soutien perçu. Donc, comme je vous disais, encore là, c'est très souvent des questionnaires qui sont passés à l'intérieur d'un paquet d'autres questionnaires, et puis il y en a un sur le soutien social. Donc, c'est souvent comme ça qu'il est étudié. Chez les adultes aussi, j'avais trouvé une seule étude sur le soutien social perçu. Puis il y aura les références aussi à la fin pour ceux que ça intéresse davantage. Et par contre, oui, aussi ça, dans la littérature, très souvent, on va s'intéresser, surtout chez les enfants, au soutien des mères. Donc ça a été grandement étudié aussi dans la littérature. Puis on va le voir qu'à l'adolescence, en fait, les jeunes ont beaucoup plus tendance à se tourner vers le réseau des amis plutôt que vers les parents. Donc justement, en fait, le soutien des amis serait un facteur important. En fait, d'abord, il y a une perspective développementale, le fait qu'on a tous un peu à l'adolescence la tendance de se séparer, de se différencier de nos parents pour aller plus vers les amis. Mais il y avait aussi cette étude, c'est un peu petit, mais que je trouvais intéressante. Donc ça a été fait vraiment chez des jeunes victimes d'agressions sexuelles. Ils avaient entre 8 et 15 ans. Puis là, ils ont demandé, il y avait nos 3 groupes. Il y avait je reçois du soutien des amis uniquement, je reçois du soutien des parents uniquement, et les deux. Et on voit que dans les résultats, le soutien des amis seulement, leur échantillon, comme tous les adolescents, en fait pas tous les adolescents, mais ils se sont retrouvés qu'avec des adolescents dans ce groupe-là. Donc vraiment que les adolescents qui disaient « moi, j'utilise que mes amis ». Ensuite, le soutien des parents seulement, c'était juste 17%. Donc, on voit que les adolescents ne se tournent pas beaucoup vers les parents. Et ceux qui utilisaient les deux, il y en avait 38% des adolescents. Oui, ça encore, ça nous dit l'importance. Puis moi, je me demandais, mais est-ce que ce sera ça que je retrouverai dans mon étude? Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers les amis? Qu'est-ce que les amis font plus spécifiquement qui est aidant ou qui est nuisible aussi? Donc... Mon étude, c'est une étude qualitative, donc où, comme on l'a dit, j'ai analysé du texte, j'ai analysé des entrevues, plutôt que faire des statistiques avec des résultats de questionnaires. Et comme vous le verrez, moi je trouve que ça me parlait beaucoup, parce que mes résultats, je vais vous les montrer, c'est des extraits de choses qui ont été dites par les adolescentes elles-mêmes, donc que j'ai pris de leur discours, de leurs réponses aux entrevues. Puis, pourquoi j'ai fait du qualitatif? Parce que, justement, on avait déjà identifié qu'il y avait la nécessité de se pencher sur le lien entre des facteurs personnels et interpersonnels de façon qualitative, parce que, comme je vous l'ai déjà un peu dit, le qualitatif, ça permet souvent de mieux comprendre un phénomène, parce qu'on a plus de richesse, puis plus de détails dessus. Et on cherche aussi le sens vraiment que l'individu donne à son expérience. Comment c'est pour lui de vivre le soutien social. Aussi, donc, en général, ce genre d'études-là, ça utilise des petits échantillons. Moi, vous le verrez, j'avais 8 personnes. Et c'est fait pour éclairer la recherche qui existe déjà. Et puis, bon, c'est ça. Ils disent aussi que c'est pertinent pour étudier des processus complexes, multidimensionnels, contextuels. Puis moi, je trouvais que ça s'appliquait bien au soutien social. Donc, mon étude,
c'est l'objectif principal, mieux comprendre l'expérience de soutien social d'adolescentes victimes d'agressions sexuelles. Également, clarifier ce qui est aidant ou non. Ça, je trouvais ça bien important, essayer d'avoir plus de réponses à cette question-là. Et comme je l'ai déjà dit, l'importance de distinguer qualitativement les différents types de soutien, ceux qui sont bénéfiques puis ceux qui sont nuisibles. Donc, rapidement, ma méthodologie. Donc, comme je vous l'ai dit, mon échantillon, mais c'est aussi pour vous situer, voir c'est qui les gens qui m'ont donné ces réponses-là. Donc, des adolescentes âgées de 13 à 17 ans. Donc, les critères d'inclusion à l'étude, il fallait qu'elles puissent consentir, donner le consentement elles savent dans quelle recherche elles s'embarquent. Il faut avoir été victime d'agression sexuelle. Si elles ne parlaient pas le français ou il y avait présence d'un trouble psychotique qui aurait pu faire qu'elles déconnectaient pendant l'entrevue, c'était un critère donc d'exclusion. Alors, elles étaient prises en charge par la DPJ, toutes. C'était toutes des agressions de nature intrafamiliale. Donc, ce n'était pas un étranger, c'était, on va le voir, le père, le grand-père, les frères. Il y avait eu contact physique avec l'agresseur dans toutes les situations. Le père était l'agresseur pour 62% des cas. L'agression était survenue quand même il y a 4 ans environ avant l'étude, et elles étaient toutes placées soit en appartement surveillé ou en centre d'accueil. Et il y en avait une qui résidait par contre chez ses grands-parents. Oui, puisque je me demandais moi aussi au début, oui, mais là on est presque 5 ans après l'agression. Est-ce que le soutien est toujours d'actualité? Est-ce qu'il fait toujours quelque chose? Donc d'abord, je suis allée regarder un peu dans la littérature, puis en effet, il y a un impact important encore plusieurs années plus tard. Puis ça nous dit même que plus le temps entre le trauma puis l'évaluation des troubles de stress post-traumatique est grand, plus la relation, donc beaucoup de soutien, moins de stress post-traumatique, va être élevée. Donc c'est pour montrer que la relation est encore très très forte plusieurs années plus tard. Donc je me suis dit que je pouvais continuer avec mon étude. Alors l'instrument que j'ai utilisé, c'est le Multidimensional Trauma Resiliency and Recovery Interview. Une entrevue semi-structurée, donc ça veut dire qu'il y a des questions qui sont fixes, mais il y en a aussi, par exemple, si l'adolescente se met à parler plus en détail de quelque chose, on peut nous-mêmes aller poser des questions supplémentaires pour avoir de l'information. Donc par une clinicienne-chercheur qui était ma directrice, il y avait 8 domaines d'ajustement post-traumatique. La remémoration du trauma, est-ce qu'elle arrive à intégrer les émotions, la régulation des affects, des émotions, comment est-ce qu'elle maîtrise ses symptômes par rapport plus à son estime de soi, la cohésion du soi, donc est-ce qu'elle dissocie, est-ce qu'elle arrive à être pleinement présente, ses enjeux au niveau de l'attachement, puis c'est quoi le sens qu'elle donne au trauma. Et comme vous pouvez le remarquer, ce que j'ai trouvé intéressant, puis qui m'inquiétait un peu au début, c'est qu'il n'y a aucune question explicite sur le soutien social. Tout ce que j'ai recueilli, c'est des choses que spontanément elles ont nommées à l'intérieur de leur expérience actuelle. Mais on ne leur a jamais demandé comment as-tu du soutien, est-ce qu'il est aidant. On n'a jamais posé explicitement les questions. Et donc voilà, la participante devait raconter librement son histoire de vie, incluant son histoire d'agression sexuelle, mais sans y être limitée. Ce n'était pas une contrainte. Et par exemple, une question, maintenant, peux-tu me parler de ta vie actuelle, ce que tu fais comme travail? Quand même, on demandait par exemple qui sont les personnes importantes dans ta vie. Donc, on ouvrait la porte là-dessus. Ou tout autre événement qui a été particulièrement important pour toi, bon ou mauvais. Ou encore une question, quand tu es anxieuse ou bouleversée, quelles sont les choses que tu peux faire pour t'aider à t'en sortir ou à en venir à bout. Donc, comment j'ai analysé? Donc, d'abord, les entrevues étaient audio, je les ai retranscrites pour avoir le texte, et je les ai analysées à l'aide d'un logiciel qui m'a été bien pratique. Et d'abord, j'ai fait un codage fermé, donc ça veut dire j'ai pris les différents types dont je vous ai parlé, instrumental, émotionnel, informationnel, camaraderie, et quand je voyais un extrait, par exemple, mon grand-père m'a donné 5 $. Je mettais soutien instrumental, et je mettais la source, dans ce cas-là, j'aurais mis famille. Et voilà, et après, j'avais plein de petits extraits comme ça. Et les sources, les parents, c'est important, j'ai pris les parents les parents biologiques. La famille, par contre, j'ai inclus la famille large, que moi j'appelle biologique, parce que souvent, donc, elles ont été placées, mais j'ai aussi pris, par exemple, les frères et sœurs de famille d'accueil, tantes et oncles de famille d'accueil, donc famille très large, les amis, le partenaire amoureux, les professionnels, donc professionnels de la santé,
Et les adultes, c'était tous ceux qui étaient justement adultes, mais qui n'avaient pas un rôle de professionnel. Par exemple, le propriétaire du foyer où elle est, enfin de l'appartement où elle est, une mère de famille d'accueil également, ça rentrait dans ces catégories-là. Et ça a fait, on va le voir, un portrait de c'est quoi la provenance, c'est quoi la nature du soutien qu'elles reçoivent. Et oui, je ne sais pas si vous... En fait, c'est ça, le logiciel, ça ressemble à ça, comme ça. Puis là, j'ai mes différentes cotes. J'ai mon texte ici. Puis là, par exemple, j'avais mis cet extrait-là. Donc, c'est ami, puis c'est soutien instrumental. Donc, c'est à ça que ça ressemblait. Et j'ai fait ça pour des... Je pense que c'était 50 pages par entrevue pour mes 8 entrevues. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup, parce que sinon, l'analyse serait interminable. Et après, j'ai fait du codage ouvert. Le codage ouvert, c'est quand on part avec aucun thème. Puis là, je lis le texte, puis je me dis, ah, ça pour moi, ça parle de tel thème. Puis là, je crée un thème. Ensuite, je continue à lire. Donc, c'est ça, j'écoute le récit du premier participant, je fais ressortir les thèmes, j'essaie de les organiser, puis ensuite, j'ajoute participant numéro 2. Puis là, j'essaie de voir est-ce qu'il y a des thèmes qui se recoupent entre le 1 et le 2. Puis je fais ça pour les 8 participants, puis au final, je me retrouve quand même avec des thèmes qui ont été similaires parmi tout le monde. Donc, mes résultats. La partie préférée. Donc d'abord, si on regarde le soutien positif présent, de qui est-ce qui venait pour mes participantes? Alors, il venait surtout de leurs amis, ce que j'avais déjà un peu identifié dans la littérature, suivi de leur famille, des adultes, des professionnels, un petit peu le partenaire amoureux, puis les parents à seulement 2%. Mais il ne faut pas oublier que les parents, des fois, ils n'ont plus de contact. Les parents biologiques, ils n'ont plus de contact avec eux. Donc... parce qu'elles ont été placées. Le type de soutien le plus présent, c'était du soutien émotionnel. Elle disait surtout recevoir du soutien émotionnel, puis instrumental et camaraderie, puis ensuite informationnel. Alors, si on regroupe ces deux graphiques ensemble, en fait, ça dit un peu la même chose. Ça dit que la majorité du soutien de toutes les sources, c'était du soutien émotionnel, sauf pour les adultes, comme on voit. Puis, par contre, le type qu'elle recevait le moins, c'était informationnel, surtout des amis puis des professionnels. Et oui, aussi, les parents donnaient exclusivement du soutien instrumental quand ils en donnaient. Il n'y avait pas d'autre chose. Maintenant, on regarde le manquant. Donc ça, c'est les extraits où elle me disait « j'aurais aimé que, mais je n'ai pas reçu ». Donc, en fait, elle disait, ce qui est bizarre, parce que les amis sont aussi ceux qui sont le plus présents, mais elles disent manquer également le plus de soutien des amis, manquer de soutien de la part des professionnels et un petit peu moins des parents. Et le type, elles disent manquer surtout, encore là, émotionnel, instrumental à égalité, informationnel, puis camaraderie. Puis on va revenir là-dessus dans la discussion, essayer de voir... plus en détail, et également, ce serait quoi des pistes de compréhension de tout ça. Donc là, si on les regroupe à nouveau, comme je l'ai dit, elles disent surtout manquer de soutien instrumental des amis et informationnel des professionnels. Et je vous donne un exemple d'un extrait instrumental des amis. Donc, par exemple, une adolescente dit « J'ai un de mes amis, lui, il était dans la rue. Je lui dis « Écoute, j'ai une chambre chez nous, tu sais, tu peux venir. » Il y a 2 semaines, après être venu, il est parti comme ça. C'était vraiment tough, là, parce qu'il fallait que je paye le mois de juin. Donc, dans ce cas-là, elle s'est retrouvée par un ami, donc laissée, puis elle a dû assurer toute seule la responsabilité du loyer. Et un exemple de soutien manquant des professionnels, que je trouvais particulièrement parlant. Hop, il s'est déplacé, excusez-moi. Donc, l'adolescente, puis l'intervieweur. Donc, l'adolescente dit « Je me demandais si je devais faire enfermer mes frères. » Ça fait plusieurs fois que je me le demande. Les frères, donc, ses agresseurs. L'intervieweur lui dit « Si tu devrais faire comme un signalement à la police ?» Et elle dit « Oui. » Fait que là, c'est ça. C'est prendre en charge moi-même, puis savoir est-ce que moi, ce serait bon pour moi de faire ça, de faire toutes les démarches pour ça. Est-ce que je suis assez apte, assez capable? Je trouve dommage que dans les centres d'accueil ou bien les travailleurs sociaux, ils ne te font pas réfléchir à ça, à savoir est-ce que ce serait bon pour toi, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire, un signalement ou non. Ils ne posent pas vraiment ces questions-là. Donc, dans son cas à elle, elle n'a pas eu accès à cette ressource, selon elle. Ensuite, au niveau du codage ouvert, le premier thème que j'ai fait ressortir, c'était des rumeurs négatives qui sont répandues par le partenaire amoureux sur la sexualité de l'adolescente.
Je vous donne un exemple. Donc, la jeune fille qui dit « Je sortais avec un gars », on va l'appeler X. Puis, ce même gars, dans 1 mois et demi, 2 mois que je sortais avec, il m'a demandé genre des rapports sexuels. Comme il n'arrivait pas à me pénétrer, alors c'était fini. C'est comme ce gars-là, à chaque fois qu'il voit tous les gars qui parlent de moi, il faut toujours qu'il radote ça. À cause de ça, les gars me mettent de côté. L'intervieweur vérifie à cause de ce que X a dit. Il y avait aussi toute la question parfois de, comme il y a eu une agression, elles sont plus vierges, puis là les gars justement leur posent des questions, ne comprennent pas vraiment, puis ça pouvait susciter des conflits également. Il y avait également de la violence verbale du partenaire amoureux. Je vous en donne un exemple. Donc, ils étaient en train de parler de ça avec l'intervieweur, puis l'intervieweur demande « Il t'engueule beaucoup ?» Elle dit « Sauf quand il y a mes amis qui sont là. Ils me disent « Calme-toi parce que c'est un jaloux, il est jaloux pour rien. » « Oui, tu dirais-tu qu'il peut être agressif ou violent avec toi des fois? » « Non, il va plutôt crier ou... Ouais, crier. Il ne va pas dire des paroles, il va les crier. » Également, un thème qui était nouveau, c'était des trahisons de l'entourage concernant des confidences qui ont été faites sur l'agression sexuelle. Donc, par exemple, l'intervieweur, puis tu dis, il n'y a comme pas personne à qui tu peux te confier. L'adolescente répond, je ne peux pas faire confiance à personne. Les gens, en général, sont comme ça. Ils se fâchent contre toi, ils mettent toutes tes histoires dehors. C'est pour ça que je ne raconte pas toute ma vie aux gens non plus. Tu sais, je ne vais pas raconter ma vie, je ne la raconte pas avec tout le monde, parce que je sais que c'est ça qui va arriver, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ah oui, puis je n'ai pas précisé, mais en fait, c'est surtout des thèmes négatifs que j'aborde, parce que les thèmes positifs pouvaient être comme illustrés dans le codage fermé, on les retrouvait dans le soutien positif présent, puis je trouvais plus important, comme j'ai dit aussi, de mettre en lumière ce qui est plus négatif, ce qui est moins aidant pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il y avait juste du soutien négatif, c'est juste que c'est ces extraits-là sur lesquels je me suis concentrée. Oui, un autre thème, donc, est la solitude et le contexte de centre d'accueil. Puis ça, je tiens à le préciser, c'est bien important. Cette fois-ci, c'était retrouvé chez une seule personne, mais c'est revenu beaucoup. Puis je trouvais important de, parce qu'elle est différente des autres, pas mettre de côté puis faire comme si les résultats n'étaient pas là, mais vraiment comme lui donner une voix puis essayer de mettre en contexte aussi pourquoi est-ce que pour elle, c'est ça son expérience. Elle dit, puis bon, sa rage est assez forte, elle dit, c'est vraiment cette image-là que j'ai dans ma tête des centres d'accueil. C'est comme si on prenait quelqu'un et on le mettait là, puis comme c'est fini. Des fois, j'ai encore ce sentiment-là. J'ai le sentiment de vraiment être seule. Je me souviens quand j'étais en centre d'accueil, je vivais vraiment la solitude du fait qu'il n'y a personne que je connais alentour de moi. Et ça, donc, c'est une jeune qui a eu 18 ans, puis qui est sortie des centres d'accueil. Sa transition a été très difficile aussi. Elle dit, quand tu arrives à 18 ans, il ferme le dossier, c'est fini. Regarde, oui, il ne m'a jamais rappelé. J'ai jamais eu de nouvelles de mes travailleurs sociaux. C'est comme, bye bye, c'est fini, tu es un numéro et c'est fini. Tu sais, ça m'écoeure, là. Je voudrais savoir, je voudrais que le monde qui prenne des nouvelles de moi. Oui, un autre thème, par contre, ça, ce n'était pas du soutien négatif, c'était la restructuration des liens. Parce qu'en fait, les jeunes, ce qui m'a beaucoup étonnée, sont également capables, dans ce contexte-là, de se trouver des nouveaux critères pour sélectionner des meilleurs amis. Et des fois aussi, ça fait qu'elles vont rompre les liens sociaux, et des fois, c'est voulu, c'est pas voulu. Mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, l'adolescente qui dit l'an dernier, c'était plus je faisais confiance. Si je m'entendais bien avec elle, je faisais confiance, mais plus maintenant. Je prends plus le temps, là. Et l'intervieweur demande « Comment tu fais aujourd'hui pour savoir, pour décider qui est ton ami ?» Elle dit « Je te dirais, quand je rencontre la personne, je commence à y parler, c'est comme j'attends. J'attends vraiment avant de dire les vraies affaires. Je vais parler de moi, mais pas plus qu'il faut. Si je vois que c'est quelqu'un qui est menteur, je vais le laisser loin. Je regarde plus les gens aller parce qu'avant, je ne regardais pas ça. » Avant étant pas avant l'agression, mais pour elle, avant, c'était plus il y a 1 an environ. Donc, il y a eu comme un changement qui s'est fait pour elle. Une autre, l'intervieweur demande « Comment ça se passe avec tes amis de filles? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, est-ce que c'est-tu différent de l'année passée, tu dirais? Ben, j'en ai plus, puis c'est des meilleures amies que celles que j'avais. Elles étaient dans la drogue. Là, c'est du monde qui sont clean. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un changement de la part de l'adolescente. Puis, en fait, j'ai regardé un peu pourquoi, qu'est-ce qui pouvait les amener parfois à rompre les liens. Il y avait différentes raisons. Il y en a qui avaient été trahis,
quelqu'un qui n'avait pas respecté son engagement envers l'adolescente, puis l'adolescente a dit « bon, ben, c'est bon ». Malheureusement, parfois, il y avait 2 cas dans mon échantillon de nouvelles agressions sexuelles, et dans ce cas-là, par un ami, et dans ce cas-là, l'adolescente coupait les liens avec cette personne. Et à un moment aussi, il y avait une absence d'aide de la famille biologique, puis l'adolescente a dit ben, « moi, je ne veux plus rien savoir de vous ». Comme je l'ai dit, la rupture pouvait être voulue ou pas. Donc, quand elle est voulue, par exemple, l'intervieweur dit « est-ce que tu vois beaucoup ta famille ?» Je les voyais un peu, on se voit un peu, mais je les ai abandonnés, ma famille. Je suis un peu, pas révoltée contre eux autres, mais je veux dire, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait, j'aurais pu avoir de l'aide d'eux autres et je l'ai jamais eu. Fait qu'à cette heure, c'est comme je fais ma petite vie. Donc, elle a décidé qu'elle continuait sa petite vie, comme elle dit. Une autre qui dit « j'ai coupé le contact avec plusieurs personnes parce que c'était du monde qui me jouait dans le dos, qui me faisait des mauvais coups. » Ça fait que vraiment, dans un court laps de temps, ça a fait comme j'ai su c'était qui mes vrais amis. Et il y a aussi un cas où la rupture est non voulue, malheureusement. Donc l'adolescente dit « moi, je sais que c'est arrivé ». Donc elle parle de son agression. « Je sais que c'est pesant, il y a des gens qui ont de la misère, tu sais, puis avant j'avais des amis, puis après leur avoir dit, c'est comme je les ai perdus, mais j'ai appris à vivre avec. » Donc il y a des personnes qui l'ont laissée après qu'elle ait dévoilé l'agression. Donc, discuter de tous ces résultats. Donc d'abord, dans mon cas, les amis étaient la source de soutien la plus aidante. Également, le partenaire amoureux, comme on l'a vu, il y avait peu de soutien positif présent au niveau des pourcentages, mais aussi il y avait des réactions de soutien négatives, mes thèmes de violence verbale, de rumeurs négatives. Et c'est des choses qui avaient déjà été retrouvées dans la littérature, parce qu'en fait, l'hypothèse, c'est que, donc, comme c'est l'adolescent, le partenaire amoureux est un homme, puis là, il reçoit comme un aveu par la personne qu'elle a été agressée sexuellement, ben ça peut susciter beaucoup de colère chez lui envers l'agresseur ou beaucoup de détresse. Et donc, il a plus de difficultés à être présent pour sa conjointe, pour l'autre personne, que par exemple les amis qui sont peut-être un peu moins intimes avec l'adolescente. Et les parents, il y avait peu de soutien positif présent, qu'on avait déjà retrouvé dans la littérature, mais comme je vous avais dit, moi je fais attention à ça parce que mes jeunes filles étaient placées. Donc c'est peut-être juste qu'il n'y avait pas possibilité de contact avec les parents. Le soutien émotionnel était le type le plus présent, mais aussi celui dont elles disent le plus manquer. Donc on voit qu'il y a comme un très grand besoin, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais ce n'est pas assez. Donc vraiment pour elles, il y avait ce grand besoin-là. Et le soutien manquant qui était peu abordé dans la littérature, ben moi j'ai été étonnée parce qu'il y avait quand même 15 situations où spontanément elles ont dit il me manque telle chose, j'aurais aimé avoir telle chose. Donc je trouve que puis je vais y revenir dans la conclusion, je trouve que c'est bien important de tenir compte du soutien manquant aussi pour ces jeunes. Le soutien informationnel des professionnels, la présence est faible, puis le manque est élevé. Donc on voit vraiment que selon ces jeunes, les professionnels leur donnaient peu de soutien informationnel alors qu'elles auraient aimé en recevoir davantage en fait, pour cet échantillon-là. Oui, au niveau des types de soutien, d'ailleurs, en fait, ça, on avait trouvé dans la littérature, donc là, moi, c'était plus les victimes qui disaient manquer de soutien informationnel, mais en fait, et on avait fait pas on, là, mais il y avait une étude faite sur 203 proches d'enfants victimes d'agressions sexuelles, puis ils avaient rapporté en 2010 une certaine insatisfaction de ne pas clairement savoir ce qui se passe avec le cas de l'enfant, pas avoir assez d'informations sur où est-ce que mon enfant va être dirigé maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment se préparer aux procédures judiciaires. Donc, eux, ils disaient qu'ils étaient un peu dans le flou par rapport à ça. Puis, d'ailleurs, j'ai été agréablement étonnée sur le site de la table de concertation de voir une petite catégorie processus juridique. Puis là, j'ai vu comme tout le schéma qui expliquait. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent et utile de retrouver ça comme ça sur le site. Oui, donc le thème des rumeurs négatives et des trahisons, ça n'avait jamais été retrouvé dans la littérature. Et souvent, je trouve que c'était lié à la notion de confiance pour ces jeunes. Et la confiance, en fait, c'était une des 4 dynamiques traumatogènes. Donc, une fois qu'on a un trauma, ce sentiment de trahison, il avait déjà été comme retrouvé dans la littérature parce qu'en effet, quand on est victime d'agression sexuelle, on peut se sentir profondément trahi par quelqu'un qu'on aime. Et étonnamment, ce n'était pas juste une trahison par l'agresseur, mais même des fois par les gens autour
qui, par exemple, ont vu et n'ont rien dit, ou une trahison de la mère à qui on a dévoilé puis qui ne nous a pas cru. Donc, ce sentiment-là pouvait être présent. Puis, dans la littérature, en général, il y a plus de trahison quand c'est une agression intrafamiliale. Quand ça a été une surprise totale, par là, je veux dire qu'il n'y avait pas, par exemple, au début de la violence physique qui a mené, par exemple, à des attouchements, qui a ensuite mené à une agression avec pénétration. C'était vraiment plus inattendu que ça. Et il y a aussi plus de sentiments de trahison quand le jeune a été blâmé ou rejeté après le dévoilement. Donc, en fait, dans mon cas, je trouve que ces rumeurs négatives puis les trahisons, c'est comme justement une seconde trahison qui vient s'ajouter à la dynamique. Et je pense que ça peut avoir vraiment un impact négatif au niveau d'établir un lien de confiance futur. Donc, on peut se demander, ces jeunes-là qui ont été trahis, est-ce qu'elles vont être capables de retourner chercher du soutien social par la suite? Donc, ça impacte sur son sentiment d'isolement, capacité d'aller chercher du soutien. Et aussi, il m'est venu comme idée qu'au niveau de la relation avec un intervenant, souvent, c'est quoi la base? C'est d'avoir confiance en l'autre personne pour se confier, pour être aidé. Donc, il pourrait y avoir un impact aussi sur l'établissement du lien avec les professionnels. La violence verbale, ça concordait avec la littérature beaucoup sur l'agression sexuelle durant l'enfance comme un facteur de risque pour de la violence en relation de couple. Donc, par exemple, on a fait une étude avec des adolescentes de 13 à 17 ans et les victimes intrafamiliales étaient de 3 à 4 fois plus susceptibles d'avoir vécu de la violence physique ou psychologique dans les relations amoureuses. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais qui ont malheureusement été retrouvées dans mon étude. Oui, alors le thème de solitude, donc les extraits que je vous ai montrés, comme j'ai dit, c'est un cas atypique. Cette personne-là est la seule à en avoir parlé comme ça. C'était dans un discours plus général de rage puis de colère, vraiment. Elle avait aussi coupé les liens avec la famille biologique. Et donc, mon hypothèse, puis ça me fera plaisir d'en discuter, c'est que peut-être que la grande rage, la grande colère fait en sorte que c'est plus difficile, peut-être que le réseau est là, mais qu'elle n'est pas disponible, elle n'est pas en condition d'aller se chercher du réseau parce que justement, elle ne veut pas voir les autres comme soutenants, elle est très en colère que ses frères n'aient pas été enfermés et qu'elle soit enfermée en centre d'accueil. Donc, elle préfère, pour l'instant, en tout cas, mettre son réseau de côté. Oui, par contre, j'ai regardé un peu au niveau de la littérature sur les transitions. Puis on en a parlé tout à l'heure par rapport à la réinsertion, comment le soutien peut favoriser une certaine réinsertion des victimes. Donc c'est Goyette, qui est je ne sais pas si c'est l'Université de Sherbrooke, en tout cas, il est ici au Québec, qui a étudié en fait des différentes dynamiques des jeunes, comment est-ce qu'elles vont sortir par la suite et comment la transition va se faire. Donc, soit elles vont avoir une attitude plus dépendante envers le réseau. Elles vont prendre beaucoup d'aide et pas beaucoup d'autonomie va être faite de leur part. Soit il y aura de l'interdépendance, ce qui est ce qu'on souhaite, donc des échanges mutuels entre le jeune et les professionnels, les soutiens, pour qu'elle pense à son avenir, mais pas non plus totalement toute seule, qu'elle y pense en lien avec les gens autour d'elle. Et je pense que ce qui est plus le cas de ma participante, c'est l'indépendance, où le jeune ignore totalement les soutiens qu'il possède et il s'organise tout seul, dans un but d'émancipation puis d'autonomie, mais vraiment en rejetant tout soutien possible. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est Goyette qui précisait ça, il dit « Il ne suffit pas qu'un soutien soit fourni à un jeune pour que cette action soutenante favorise les transitions à la vie adulte. Un soutien devient support dès lors que le rapport du jeune au soutien permet une adéquation. » Donc il y a vraiment une égalité entre ce que je t'offre et ce dont tu as besoin, puis on travaille ensemble à ce niveau-là. Oui, au niveau de la restructuration, alors ça j'avais trouvé aussi intéressant, il y a des stades de rétablissement pour la victime. Le stade 1, après une agression sexuelle, selon ce modèle, on assure notre sécurité au niveau de l'estime de soi, on essaye de retrouver par exemple au moins une relation d'attachement stable. Le stade 2, on essaye d'intégrer la mémoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et le stade 3, qui je trouve ressemble, c'est qu'on établit des nouvelles relations interpersonnelles, mutuelles et égalitaires. Donc je trouvais que, par exemple, les gens qui me parlaient de restructuration étaient peut-être plus dans ce troisième thème. Puis, en tout cas, moi, je trouvais ça très positif comme exemple d'une attitude active
où les adolescentes ne font pas juste comme attendre le soutien qui vient, mais prennent d'elles-mêmes l'initiative d'aller rechercher un soutien qui sera selon elles bon, en vue de ce qu'elles ont appris dans le passé. Puis, ça nous dit que malgré certaines difficultés relationnelles de confiance, ces jeunes sont en mesure de croire en la création de nouvelles relations. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait de l'espoir, puis vraiment un côté positif de ce côté-là. Donc, bon, les forces de mon étude, rapidement, donc il y avait du codage fermé, qui étaient les pourcentages, mais il y avait aussi de l'analyse thématique. Donc, je trouve que les deux donnaient un portrait plus global, puis se complétaient. Bon, ça donne des résultats sur le soutien spécifique aux adolescentes, qui n'avaient pas encore été beaucoup regardés. Et comme je vous l'ai déjà dit, le soutien est beaucoup ressorti, même s'il n'avait jamais été questionné de manière explicite. Les limites, ce qui est une limite importante en qualitatif, c'est que, comme je l'ai dit, c'est ma directrice qui a fait les entrevues, c'est moi qui les ai analysées. Et en qualitatif, on compte aussi beaucoup sur la relation des participants avec le chercheur, puis tout le contexte que ça peut créer en entrevue. Puis bon, moi, je n'ai pas vécu ça, mais j'ai aussi utilisé un journal de bord quand j'analysais pour noter mes réactions, mes impressions, pourquoi je cote tel thème et pas tel autre. C'était des filles uniquement. Bon, mon échantillon était comme ça. En même temps, je pense que 3/4 des victimes au Québec, ce sont des femmes victimes d'agression. Et ça, on pourra en rediscuter aussi, mais les entrevues datent de 1998 à 2003. Donc, vous pourrez me dire aussi, peut-être en 2012, est-ce qu'on est toujours d'actualité? Donc, pour terminer, les recommandations pistes futures, comme je l'ai dit, par rapport aux partenaires amoureux, peut-être préparer davantage les victimes aux réactions potentiellement négatives qu'elles peuvent recevoir. Parce que je me dis, aller chercher le partenaire amoureux pour le sensibiliser, ça risque d'être plus compliqué, mais passer par la victime elle-même. Également, encourager le soutien émotionnel. Comme on a dit, il y a eu une grande présence, mais également encore un manque. Par exemple, à travers des ateliers de sensibilisation, de prévention aux proches. Davantage de soutien informationnel de la part des professionnels également. Et l'importance de l'adéquation entre le soutien offert et ce que les jeunes vont percevoir comme aidant et qui répond à leurs besoins. Donc, par exemple, peut-être leur demander est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est bien ça dont tu as besoin? De quoi tu as besoin? C'est important. Puis, au niveau des futures études, bon, effectuer des nouvelles entrevues où le soutien social serait plus questionné pour qu'on en sache davantage. Regarder plus le rôle du partenaire amoureux, parce que bon, mon échantillon était petit, donc voir peut-être dans des plus grands échantillons qu'est-ce que ça donnerait. Également, comme je vous l'ai dit, les questionnaires quantitatifs, ils regardent plus le nombre d'amis. C'est des informations intéressantes, mais je pense qu'il faut aussi regarder le soutien social manquant. Donc, leur demander, est-ce que c'est quoi dont tu as besoin? Je vous donne un exemple. Mon intervieweur disait, on a fait pas mal le tour. En tout cas, je ne sais pas si toi, il y a des choses importantes dans la dernière année qui sont arrivées dont on n'a pas parlé. Et elle dit, puis là, c'est la toute fin, là, ça fait comme 1 heure qu'elle parle. Puis là, elle dit, non, il n'y a pas vraiment grand-chose, à part que j'aurais besoin de peut-être de l'aide ou quoi que ce soit. Je me dis, au moins, ça va quand même assez bien. Ça dépend des jours. Je suis toujours fatiguée, puis j'ai toujours de la rage. C'est sûr que je suis tannée. Donc, c'est quand même des éléments importants qui ressortent parce qu'on vient de les lui demander. Et oui, et donc pour boucler la boucle, dernière chose, ma définition du soutien social, que ça fait 2 ans et quelques que j'essaye de m'en trouver une. Puis là, je me suis dit, bon là, j'en écris une pour aujourd'hui. Donc, je pense l'évaluation subjective, donc c'est vraiment une évaluation que la personne fait elle-même, un peu pour reprendre l'idée de Goyette, la concordance entre, moi j'ai juste dit matériel et émotionnel, mais donc l'aide qui est offerte à l'individu et ses besoins. Puis j'ai précisé à ce moment, parce que comme on l'a vu par l'aspect dynamique, puis par les stades, ça se peut qu'à un tel moment, la jeune ne soit pas prête, à un autre, elle soit plus prête. Donc, essayer de la suivre aussi là-dedans. Donc voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, on voit bien qu'il y a des pistes d'intervention qui sont possibles. Maintenant, il s'agit peut-être de savoir comment nous, on se situe comme intervenants par rapport à ces pistes d'intervention-là. On a donc une période de questions. Ça a probablement soulevé toutes sortes d'idées, de façons de faire, de réactions. On va donc vous inviter à vous présenter au micro pour pouvoir échanger avec la conférencière, si vous le voulez bien.
Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Qu'est-ce que ça soulève? Qu'est-ce que ça suscite? Bonjour, Bonjour. Étienne Gay. Oui? Alors, je m'interrogeais un peu à savoir que l'échantillon des personnes rencontrées proviennent d'un milieu, finalement, je pense, ils ont été placés, Oui. sont suivis en protection de la jeunesse. Donc, c'est certain que quand on parle d'agression sexuelle, on peut penser que la majorité des adolescentes ou enfants ne sont pas nécessairement signalés dans le sens où même retenus. Le signalement n'est pas nécessairement retenu si les parents sont protégeants. Donc, dans ce contexte-là, les parents se sont avérés non protégeants, ou en tout cas, ils ont des lacunes au niveau de la protection. Est-ce que ça, c'est peut-être aussi dans le soutien de voir que l'importance des amis, la critique un peu envers les parents, c'est un peu, pas la critique de votre part, mais un peu l'adolescent qui dit, bon, ben, le parent n'est pas nécessairement présent. C'est peut-être aussi tributaire au fait que, bon, même le soutien social précédent, finalement, à l'agression sexuelle, Oui. était aussi limité ou, disons, lacunaire, là, si on peut dire. Au niveau des parents, vous voulez dire? De la part des parents, mais Oui. aussi peut-être même, mais notamment les parents. Si l'enfant est placé dans un premier temps, c'est certain que Oui. là, les parents ont été non protégeants. Même si le schéma est retenu aussi, c'est que les Oui. parents ont été protégeants. Oui, tout à fait. Donc, c'est peut-être cette dimension-là aussi de voir dans la contextualisation des données, c'est comme si on parle vraiment d'adolescents placés en centre d'accueil, donc des enfants dont le soutien familial, à la base, est plutôt limité. Limité, tout à fait. Puis, j'ai pas eu la possibilité d'aller regarder comment le soutien était avant, mais en effet, je les ai toutes pris aussi de nature intrafamiliale pour pas qu'il y ait trop d'hétérogénéité et puis que ça donne des résultats très différents. Mais en effet, ça aurait pu donner des résultats différents si on avait pris des agressions sexuelles par un étranger où la personne la cellule familiale est restée intacte, entre guillemets. Ou même parfois le parent non agresseur peut aussi être protégeant, donc le schéma peut être non retenu. Puis, oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Pascal Bouchard. Je voulais savoir, j'ai bien compris qu'il n'y a pas eu de questions spécifiques en lien avec le soutien qui a été reçu suite à l'agression, c'est ça? Non, tout à fait. Puis pourquoi ce choix-là? En fait, ça faisait partie, donc moi j'ai récupéré les données de l'entrevue, puis l'entrevue questionnait les 8 domaines, mais pas le soutien social comme un domaine d'ajustement par la suite. Donc l'entrevue, elle est standardisée, elle est construite comme ça. Donc ma directrice a choisi de ne pas lui ajouter de questions supplémentaires pour le soutien. C'est vraiment juste une question pratique. Elle, pour ses données, elle avait besoin de telles informations, puis moi ensuite j'ai décidé de le récupérer. Il n'y avait pas de raison particulière. OK, donc, ce que j'essaie de faire, est-ce que, dans le fond, ça aborde plus comment une adolescente qui a vécu une agression sexuelle va aborder le soutien social de façon générale et non pas en lien avec son agression? Non, ça ne regarde pas le soutien social. Cette entrevue-là, c'est pour mesurer à la base la résilience. Donc, à quel point, dans ces différents domaines d'ajustement, est-ce qu'elle est adaptée ou pas, indépendamment du soutien social. Comme lui, il n'est même pas... c'est une variable qui est gardée en arrière-plan, mais il n'est jamais questionné. Donc, on ne l'a pas... OK, merci. De rien. Moi, j'ai peut-être des questions pour vous. Oui, non, allez-y. Bonjour, je m'appelle Julie Lassonde. Je suis intéressée à la question de la rage et de la colère des adolescentes. Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que vous avez exploré dans votre recherche, mais je suis juste intéressée à vos pensées sur les tabous qu'il y a autour de ça, la rage des adolescentes et comment ça peut avoir un impact sur les divers soutiens, incluant un soutien professionnel. Dans un contexte particulier où il y a eu une agression sexuelle, ou la rage des adolescents. Même encore plus général, mais je veux dire, vous pouvez répondre selon, selon les mes aspects connaissances. Que vous avez explorés. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'au niveau professionnel, comment dire, souvent on dit que l'alliance est plus difficile à établir avec un adolescent, justement plus cette défiance de l'autorité, de ne pas vraiment vouloir être aidé. Après, je pense vraiment la question comme on a dit, d'établissement d'un lien de confiance, puis d'essayer, en plus moi j'interviens auprès d'adultes, je n'interviens pas auprès d'adolescentes, mais l'idée d'essayer d'aller capter le petit moment où justement la personne va laisser transparaître « Ah ben,
Il y a peut-être ça qui est plus difficile. Ben là, on essaye vraiment d'aller la chercher dans ce côté-là, s'il y a des moments. Puis après, je pense que si la personne n'est pas du tout ouverte à l'aide, on laisse la porte ouverte. On lui dit, bah, écoute, je te sens très en colère contre moi ou contre le système. Sache que moi, la porte est toujours ouverte. Et puis, peut-être qu'à un autre moment, comme je disais, elle sera plus réceptive. Ce serait mes premières. Je croyais peut-être qu'il y avait certains jugements un peu sociaux qui sont sexo-spécifiques qui affectent les services aux adolescentes. Disons qu'on juge différemment la rage et la colère peut-être des filles. OK. Mais bon, ça, c'est juste une réflexion. Oui, oui. Merci. Mon nom est Caroline 5 mars. Alors, concernant le soutien des partenaires amoureux, on peut penser, j'imagine, que dans un échantillon où il y aurait plus un ensemble d'adolescentes agressées sexuellement qui ne sont pas nécessairement prises en charge par la DPJ, peut-être qu'ils pourraient avoir un petit peu plus de soutien de la part du partenaire amoureux, considérant que dans votre échantillon, toutes les filles avaient peut-être pas un modèle parental très soit stable ou adéquat. Et puis peut-être qu'aussi, ils ont rencontré des garçons dans le réseau de la DPJ, donc des garçons qui, eux aussi, avaient des problèmes importants. Oui. Ce qui serait plutôt encourageant pour la population générale, puis nous amènerait à penser que un tiers d'adolescentes ou de victimes qui deviennent résilientes réussissent à développer des liens adéquats. Oui, tout à fait. Ou un peu comme l'idée même que j'avais mentionnée de la possibilité de faire confiance à nouveau, puis de restructurer les liens. Il y a cette possibilité-là. Puis après, comme vous dites, bon, c'est vrai que si le partenaire amoureux est très inadéquat, ça vient jouer. Mais c'est vrai, dans un échantillon différent, ça aurait pu moins paraître, en effet. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez peut-être à faire éventuellement, élargir l'échantillon auprès de plus d'adolescentes qui auraient vécu différents types d'agressions ou qui reçoivent différents types de soutien de la part de la famille? Oui, pas en termes de soutien social, mais en fait, mon deuxième article, j'aurai 75 adolescentes, le discours de 75 adolescentes, puis là, on va avoir un logiciel qui va plus systématiquement analyser le discours. Et en effet, je pense que ce sera beaucoup plus hétérogène, puis peut-être représentatif dans ce cas-là. Ouais. OK. Bien, merci. Juste en lien avec vos objectifs de recherche, peut-être pourquoi se limiter aux adolescentes issues du milieu de protection de la jeunesse? Qu'est-ce qui... Oui, dans mon cas, c'était vraiment... en fait, mon critère principal, c'était intrafamilial, puis c'est à donner que les 8 intrafamiliales que j'avais provenaient de milieux en centre jeunesse. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai été un peu limitée, entre guillemets, par le fait que ma directrice de recherche, elle, se penchait vraiment sur les centres jeunesse, et j'ai récupéré ces données. Est-ce que vous pensiez à comme d'autres milieux ou d'autres... comme le CALAX ou d'autres contextes d'intervention qui aident les adolescentes? Oui, ce serait des bonnes idées. Regardez. D'autres questions? Vous avez une question, vous disiez? Oui, attendez, je vais juste vérifier. Parce que ça, comme je suis en train d'écrire l'article aussi en ce moment, c'était... Oui, c'est ça par rapport au... Je ne sais pas si vous, l'expérience... Parce que, bon, moi, le cas atypique là, de celle qui est ressortie, puis là, elle est fâchée, puis sa transition s'est mal passée, puis personne ne lui a donné d'aide. Bon, j'essaye de mettre ça en perspective, puis de ne pas non plus sauter aux conclusions là, dans mon article. Mais je me demandais, c'est ça par rapport aux transitions... Je ne sais pas si certains d'entre vous, comme après, quand la jeune a 18 ans, dans le fond, vous, c'était quoi vos expériences? Est-ce qu'il y a des cas où, justement, ça a été plus difficile pour la jeune? Puis comment est-ce que ça a été peut-être géré? Ou je ne sais pas si vous auriez un exemple plus pratico-pratique à me donner à ce niveau-là. Non? Okay. Un peu, dans le fond, je veux juste être certaine de bien saisir, un peu pour voir... Si ce soutien-là, peu importe le type de soutien, au moment où ils ont 18 ans, comment ils se métabolisent, dans le fond, comment ils se font? C'est ça, exactement. Et puis, à quel point est-ce que, justement, parce qu'elle, ça a l'air qu'elle est complètement lâchée dans la nature, puis qu'on ne s'intéresse plus du tout à elle, mais je me dis qu'il doit quand même y avoir
un suivi ou quelque chose qui est fait avec la jeune par la suite. Peut-être que ça peut nous interpeller quand on travaille au niveau communautaire, à savoir comment on assume cette partie-là de soutien à la suite. Puis est-ce que les adolescentes qui sont en centre jeunesse vont chercher en fait du soutien dans la communauté? Oui. Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce qu'il y a des gens des centres jeunesse qui vous interpellent ou des jeunes qui vont à ce niveau-là chercher vos ressources? Est-ce que ça suscite quelque chose? Oui, non, peut-être? Lise Savard, Maison d'hébergement. Donc, nous, parfois, on les reçoit quand elles sortent du système. Oui. Parce que oui, c'est vrai qu'elles sont laissées à elles-mêmes. Mais il faut se rappeler que les entrevues ont été faites en 2003, vous disiez, et que maintenant, il y a des nouveaux services qui sont offerts d'appartements supervisés pour les gens qui sortent du système en protection de la jeunesse. Okay. Même nous, dans notre région, on a 2 îlots qui se sont formés pour les filles et les garçons. Donc, en tout cas, j'imagine que c'est peut-être un peu moins... en tout cas, laissées à elles-mêmes. Oui. Je pense que les centres jeunesse ont découvert aussi, ont réalisé qu'elles étaient vraiment... C'est vrai qu'à 18 ans, ils n'ont plus rien. Et nous-mêmes, on commence à en avoir à 17 ans et demi pour qu'on puisse les réintégrer à un milieu ou faire différents apprentissages avec ces jeunes filles-là. Okay. Donc, ça pourrait peut-être vouloir dire une concertation aussi avec ces établissements-là. Tout à fait. Bonjour, j'ai entendu une question très pertinente d'une personne trop gênée pour venir au micro, donc je voulais venir la poser parce que je trouvais que c'était intéressant, dans la mesure où, dans le titre de votre présentation, vous parlez du soutien social, mais que vous avez fait le choix de prendre des gens qui sont plus dans leur milieu, qui sont en institution, donc on se questionnait un peu sur à quel point on peut parler du soutien social alors que les filles sont même plus dans leur contexte social. Leur contexte social étant leur milieu familial, tout ça, et qui sont en institution. Donc, oui, voilà. Oui. C'est une très bonne question. Je dirais que c'est plus... En fait, en psychologie, de ce que j'ai lu, soutien social, c'est le terme comme générique pour dire soutien. Ça veut dire soutien d'une autre personne. Mais c'est vrai que... oui, dans ce cas-là, il faudra que je précise que moi, c'est sûr qu'il y a une certaine partie de... Puis je pense que c'est vraiment ressorti beaucoup dans vos discours, puis ça m'aide, il y a une certaine partie où elles sont quand même assez... autant par les gens qu'elles fréquentent, puis par l'endroit physique dans lequel elles sont dans un micro-système. Donc, j'en tiendrai compte, mais moi, c'était plus dans la perspective soutien, les différentes définitions que j'ai vues. On l'appelle toujours soutien social, même si c'est quelqu'un dans un milieu très... pas isolé, mais un milieu très fermé. C'est le terme qu'on utilise de manière générique, en fait. 2 questions encore, oui? Oui. Voilà, Jacobine Soukam des centres jeunesse de la famille Bacha. Oui. Donc, je voudrais tout simplement attirer notre attention sur le fait que quand les jeunes soient agressés sexuellement ou des victimes ont 18 ans, nous ne les lâchons pas dans la nature, c'est-à-dire nous les préparons. Il y a des groupes qui les aident à trouver du travail. Si elles doivent aller à l'aide sociale, nous les accompagnons, nous les préparons. Pour les 18 ans, il y a des appartements semi-supervisés. On ne les abandonne pas juste comme ça. Celles qui vont à l'école, on va aider. S'il y a des programmes de bourse ou tout cela, c'est quand même préparé. Oui, peut-être qu'elles ne vont pas avoir toute la famille, tout ce que des enfants qui étaient peut-être dans les familles auront, mais nous ne les abandonnons pas comme ça. On les prépare, pour leurs 18 ans. Oui, à 18 ans, le dossier va être fermé parce que la protection de la jeunesse est jusqu'à 18 ans. Mais on les accompagne jusqu'à 18 ans quand même. Merci. Angèle Boulay, travailleuse sociale. Dans votre définition du soutien social, moi, ce qui m'a frappé un petit peu, là, c'est l'idée que le soutien social, c'est l'évaluation subjective, concordante, j'ai pris un petit bout, et qui est offerte à l'individu et en fonction de ses besoins à ce moment. Oui. C'est à ce moment, là. C'est parce que moi, comment je vois le soutien social, c'est que c'est pas nécessairement à ce moment. C'est des moments où on va chercher du soutien social. Oui. Ça aurait été intéressant peut-être d'aller explorer le désir des jeunes, d'aller en chercher éventuellement du soutien. Parce que parfois, on peut ne pas être prêt à avoir du soutien pour un aspect en particulier, compte tenu des traumatismes et tout ça. Et il me semble que, parce que moi, dans ma pratique, je travaille dans le milieu collégial, j'ai des étudiantes qui ouvrent parfois des petites portes pour parler d'agression,
Mais moi, je les encourage beaucoup à respecter aussi le rythme de tous ces pensées-là, de tout ce vécu-là. Et je pense qu'il faut les encourager à aller chercher du soutien à des moments où elles sont prêtes. Donc, c'est pour ça que moi, je m'interrogeais sur la définition à ce moment. Tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai pensé quand j'ai écrit à ce moment, c'est juste que c'était pour l'idée de concordance, c'est qu'il faut que la concordance soit bonne à ce moment précis-là pour que le soutien fonctionne. Comme je disais, si moi, je déploie toutes mes ressources, mais qu'à ce moment-là, la personne n'est pas prête à les recevoir, on ne sera pas en concordance, puis il n'y aura pas une adéquation entre nous deux. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, cette adéquation-là, il faudrait qu'elle se reproduise à plein de moments, puis tout à fait. Mais non, j'aime bien l'idée, parce que c'est vrai que si ça donne cette impression-là, je vais peut-être le reformuler, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est juste qu'il faut que la concordance, à tel moment, soit parfaite, soit bonne entre les deux. Mais tout à fait, le soutien, il peut s'étaler, puis être répétitif, c'est souhaitable. Oui, je voudrais rajouter que ça peut être sécurisant aussi pour une jeune d'entendre ça. Pour le moment, tu as un soutien et tu pourrais aller en chercher et là, lui faire part des différentes ressources possibles et elle pourra choisir à différents moments où elle est prête d'utiliser telle ou telle ressource. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça peut être soutenant d'avoir la permission de ne pas continuer à ce moment. Oui, OK? Tout à fait. Ça met fin à notre période de questions. Merci infiniment pour ce moment-là avec vous.